Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier. Avant de commencer, nous vous invitons à nous dire dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez. Le récit qui va suivre est une reconstruction minutieuse, assemblée à partir des fragments oubliés d'archives municipales, de rapports de police jaunis par le temps, et de correspondances privées qui n'auraient jamais dû refaire surface. Nous sommes à Lyon, en 1908, au cœur d'une belle époque dont les lumières brillantes cachent des ombres profondes. L'histoire qui nous intéresse est celle d'une femme dont le nom était synonyme de vie, mais qui est devenue le centre d'un mystère défiant la raison et la science. Un cas si étrange qu'il a été étouffé par les autorités de l'époque, laissant derrière lui une légende murmurée dans les traboules de la ville, une énigme qui brouille la frontière entre le miracle et la monstruosité. Élisabeth Lefebvre était une institution dans le quartier ouvrier de la Croix-Rousse. À 45 ans, cette veuve menait une vie modeste mais digne, entièrement consacrée à son métier de sage-femme. Sa réputation était impeccable. On la décrivait dans les registres paroissiaux et les témoignages de l'époque comme une femme pieuse, d'une discrétion absolue et dotée d'un sang-froid inébranlable. Ses mains, disait-on, avaient une sorte de grâce sacrée. Elles avaient accueilli des centaines de nouveau-nés, guidant les premiers souffles de vie dans les foyers les plus humbles, comme dans les appartements bourgeois des Pentes. Dans une société lyonnaise rigide, où l'honneur d'une famille reposait sur des conventions strictes, Élisabeth était la gardienne silencieuse des secrets de naissance, une figure rassurante et respectée, qui incarnait la compétence, la compassion et la plus grande probité morale. Personne n'aurait pu imaginer la nature du fardeau qu'elle portait derrière son visage stoïque. Le scandale éclata de la manière la plus invraisemblable qui soit, prenant racine dans une affaire qui aurait dû rester secrète. Tout commença par l'accouchement clandestin d'Anne Petit, une jeune ouvrière célibataire. Pour éviter la honte publique, Élisabeth fut appelée au milieu de la nuit, et assista à la naissance de ce qui fut déclaré être un enfant mort-né. L'affaire fut rapidement classée. Cependant, 5 jours plus tard, la jeune mère se plaignant de douleurs persistantes, un médecin, le docteur Renaud, fut consulté. Son diagnostic fit l'effet d'une bombe, un fait si absurde, qu'il fut d'abord pris pour une erreur. Anne Petit était toujours enceinte. Un second enfant, bien vivant et à terme, se développait encore dans son ventre. La nouvelle se propagea comme une onde de choc, défiant toute logique médicale. Une brève note dans Le Nouvelliste de Lyon évoqua une curiosité médicale sans précédent, sans oser nommer les protagonistes, mais le mal était fait. Comment une femme pouvait-elle accoucher, pour découvrir près d'une semaine plus tard que le processus de la vie continuait en elle? Le nom d'Élisabeth Lefebvre, autrefois prononcé avec respect, devint l'objet de toutes les suspicions. La question était plus de savoir s'il s'agissait d'une anomalie biologique, mais bien d'une potentielle manipulation. Avait-elle commis une erreur médicale d'une gravité inouïe? S'agissait-il d'une fraude, d'un acte délibéré dont le mobile échappait à tous? La femme qui symbolisait la naissance était désormais perçue comme une figure trouble, une gardienne de la mort, dont les actions soulevaient des questions terrifiantes. Les témoignages des voisins, initialement ignorés, refirent surface, parlant d'un paquet lourd qu'elle aurait emporté cette nuit-là. L'enquête qui s'ouvrit alors, poussée par le rapport du docteur Renaud, allait révéler une vérité bien plus sombre et complexe que la simple rumeur d'un miracle inversé. Lyon, 1908. La ville est un organisme complexe, vibrant au rythme effréné de la belle époque, une période de prospérité apparente et de profonds bouleversements sociaux. Ses artères pavées, éclairées par la lueur vacillante des lanternes à gaz, voient se croiser une bourgeoisie triomphante et un prolétariat laborieux, dont les destins s'entremêlent sans jamais véritablement se fondre. Le son des sabots des chevaux tirant les omnibus se mêle au bruit sourd des premiers moteurs, créant une symphonie urbaine, où chaque note raconte une histoire de progrès, mais aussi de tensions latentes. C'est une cité de contrastes, où la modernité s'affiche sur les grands boulevards, tandis que les traditions ancestrales persistent dans l'ombre des ruelles plus anciennes. Une ville où la lumière des innovations techniques peine à dissiper les ténèbres des secrets bien gardés, nichés au cœur des familles et des consciences. Le cœur économique de Lyon bat sur la colline de la Croix-Rousse, surnommée la colline qui travaille. C'est là que l'industrie de la soie, fierté et moteur de la ville, a tissé sa toile. Le bruit incessant des métiers à tisser bistre en claquement résonne du matin au soir depuis les ateliers des canuts, ces ouvriers de la soie, dont les vies sont rythmées par le cycle de production. Leurs appartements-ateliers, hauts de plafond pour accueillir les imposantes machines, sont le théâtre d'un labeur acharné. En contrebas, dans la presque île, les riches négociants et soyeux comptent leurs profits, incarnant une opulence qui semble inaccessible aux travailleurs des Pentes. Cette fracture sociale, visible et palpable, crée un monde où deux réalités coexistent,
séparés par une hiérarchie rigide et une méfiance mutuelle, un terreau fertile pour les drames silencieux et les arrangements secrets. Spirituellement et géographiquement, Lyon est dominé par ces deux collines, qui se font face comme deux pôles opposés de son âme. D'un côté, Fourvière, la colline qui prie, couronnée par sa basilique monumentale dont les tours blanches veillent sur la cité comme des sentinelles divines. C'est le symbole de la foi catholique, d'un ordre moral strict et d'une puissance ecclésiastique qui étend son influence sur toutes les strates de la société. De l'autre, la Croix-Rousse, la colline ouvrière, fière et rebelle, dont les habitants portent encore la mémoire des grandes révoltes des Canuts. Entre ces deux mondes, les fleuves Rhône et Saône serpentent, leurs eaux transportant les marchandises et les échos d'une ville double, partagée entre la dévotion et le travail, entre le salut de l'aile, âme et la survie matérielle, un dualisme qui imprègne chaque aspect de la vie quotidienne. Dans cette société lyonnaise, les conventions sociales sont un carcan impitoyable. L'honneur d'une famille est un capital plus précieux que l'or, et sa perte est une mort sociale. La réputation est tout. Chaque geste est scruté, chaque parole interprétée, chaque écart de conduite sanctionné par l'opprobre public. Pour une femme, les règles sont encore plus strictes. Le mariage est un devoir, la maternité une consécration, mais uniquement dans le cadre sacré de l'institution. Une naissance hors mariage est une tâche indélébile, une honte qui rejaillit sur des générations et condamne la mère et l'enfant à une existence de paria. C'est dans ce climat de peur et de jugement que prospèrent les secrets, que les naissances illégitimes deviennent des affaires. État à elle, échelle d'une famille, nécessitant des solutions discrètes, souvent désespérées, orchestrées dans le plus grand secret. La presse locale, à l'image du journal, Le Progrès de Lyon, est le miroir et l'arbitre de cette vie publique. Ces pages relatent les avancées industrielles, les débats politiques et les grands événements mondains, mais sa véritable fascination réside dans la rubrique des faits divers. C'est là que les drames privés deviennent des spectacles publics. Un vol, une dispute conjugale, une mort suspecte, tout est matière à sensationnalisme. Les rumeurs, d'abord chuchotées dans les allées des marchés ou sur les paliers, y trouvent une caisse de résonance, se transformant en vérité alternative qui façonne l'opinion. Une simple note énigmatique, une curiosité médicale, mentionnée sans donner de nom, suffit à allumer un incendie qui se propage de bouche à oreille, alimentant les suspicions et détruisant les réputations avec une efficacité redoutable. Le quartier de la Croix-Rousse, avec son dédale de rues et ses fameuses traboules, est un personnage à part entière dans ce drame. Ces passages secrets, qui permettent de traverser les immeubles pour se rendre d'une rue à l'autre, sont plus qu'une simple curiosité architecturale. Ils sont la métaphore de la vie du quartier. Ils symbolisent un monde souterrain, une circulation parallèle à la vie officielle, où les secrets peuvent être transportés à l'abri des regards indiscrets. C'est un labyrinthe où l'on peut disparaître, où les rencontres clandestines sont possibles, et où les frontières entre le public et le privé s'estompent. Dans cet environnement dense, chaque voisin est un observateur potentiel, chaque mur a des oreilles, et pourtant, c'est précisément ici, au cœur de cette promiscuité, que les secrets les plus lourds peuvent être dissimulés. Ainsi se dessine le Lyon de 1908, une ville de façade. Derrière la prospérité de la belle époque se cache la misère des ateliers. Derrière la piété affichée se terrent les péchés inavouables. Derrière l'ordre social rigide se nouent des intrigues complexes pour préserver les apparences. Les registres officiels, les actes de naissance et de décès, les rapports de police ne racontent qu'une version de l'histoire, la version polie et autorisée. Mais dans les marges de ces documents, dans les silences des témoignages et dans les pages jaunies des correspondances privées, une autre vérité sommeille. Combien de drames, comme celui qui s'apprête à éclater, sont restés enfouis dans les archives municipales, attendant qu'une main curieuse vienne troubler leur repos et réécrire l'histoire. Au cœur de ce drame se trouve une figure centrale, presque mythique dans les ruelles escarpées de la Croix-Rousse, Élisabeth Lefebvre. Les archives paroissiales de l'Aile, époque la décrivent comme une veuve de 45 ans, dont la vie entière semblait être un long service rendu à la communauté. En tant que sage-femme, son nom était murmuré avec une déférence quasi religieuse dans les foyers où la naissance d'un enfant était à la fois une bénédiction et une épreuve. Sa réputation, bâtie sur des décennies de compétence et de discrétion, était un pilier de l'ordre social du quartier. Elle était perçue non seulement comme une professionnelle, mais comme une confidente, une gardienne silencieuse des secrets les plus intimes que les familles lyonnaises s'efforçaient de dissimuler derrière leurs portes closes et leurs rideaux tirés. Sa demeure, un modeste appartement situé dans un immeuble de Canut, reflétait parfaitement son image publique. D'une propreté méticuleuse, l'intérieur était sobre, presque austère, meublé avec le strict nécessaire. Le veuvage précoce l'avait laissé seul pour élever son fils unique, Julien.
et elle avait affronté cette épreuve, avec une dignité stoïque qui forçait l'admiration. Elle ne se plaignait jamais, ne demandait jamais d'aide, et semblait puiser sa force dans une foi profonde et une routine immuable. Pour ses voisins, Madame Lefebvre était un roc, une présence rassurante, dont le calme apparent semblait capable de résister à toutes les tempêtes de la vie. Sa vie était un livre ouvert, pensait-on, une histoire simple de dévouement et de résilience, sans chapitres cachés ni notes de bas de page troublantes. Les mains d'Élisabeth étaient sa légende. On disait qu'elle possédait une connaissance instinctive, une douceur et une fermeté qui calmaient les mères les plus angoissées, et guidaient les nouveau-nés vers leur premier souffle. Elle officiait avec la même application dans les appartements sombres et humides des ouvriers de la soie, que dans les salons cossus des bourgeois de la presqu'île, ne faisant jamais de distinction de classe ou de fortune. Cette impartialité lui avait valu un respect universel. Dans un monde où chaque naissance pouvait sceller un destin, consolider une alliance ou provoquer un scandale, Élisabeth était l'arbitre silencieuse, celle qui assurait que le secret de l'origine resterait inviolé. Elle était le coffre-fort vivant des péchés et des espoirs de Lyon, une responsabilité qu'elle semblait porter avec une grâce surnaturelle. Pourtant, une fissure existait dans cette façade de perfection. Son fils, Julien. Devenu un jeune homme d'une vingtaine d'années, employé de bureau, il incarnait une nouvelle génération, plus pragmatique et moins encline à la dévotion aveugle qui caractérisait sa mère. Leurs conversations, rapportées plus tard par des proches, étaient rares et empreintes d'une distance respectueuse. Julien, avec son esprit logique et son scepticisme moderne, semblait observer sa mère avec un mélange d'amour filial et d'incompréhension. Il voyait la femme pieuse et respectée, mais percevait aussi une tension sous-jacente, une tristesse voilée qu'il n'osait jamais interroger. Cette dynamique familiale suggère qu'Élisabeth portait son fardeau dans la plus complète solitude, incapable ou peu désireuse de le partager, même avec son propre sang. Les premiers indices d'une perturbation intérieure apparurent quelques mois avant le scandale, sous la forme de changements subtils dans son comportement. Des témoignages de voisinage, consignés bien plus tard dans les rapports d'enquête, font état d'une femme devenue plus renfermée. Son regard, autrefois si direct et rassurant, était désormais souvent fuyant, perdu dans des pensées lointaines. On la voyait marcher à pas pressés dans les traboules, non plus pour se rendre au chevet d'une parturiente, mais comme pour fuir une ombre invisible qui la poursuivait. Ses mains, si stables et si sûres, présentaient parfois un léger tremblement qu'elle s'empressait de dissimuler dans les plis de sa robe. Ces signes, d'abord anodins, étaient les premières manifestations visibles d'un tourment intérieur qui la rongeait. Plus troublant encore, une nouvelle routine était installée dans sa vie. Plusieurs témoins rapportèrent l'avoir vue quitter son domicile tard dans la nuit, à des heures où seuls les médecins et les veilleurs de nuit parcouraient les rues. Sa destination n'était pas un foyer en attente d'une naissance, mais les quais déserts de la Saône ou les allées silencieuses du cimetière de Loyasse, qui surplombaient la ville. Enveloppée dans un grand châle sombre, elle ressemblait à une pénitente accomplissant un pèlerinage secret. Que cherchait-elle dans ces lieux de solitude et de repos éternel? Ces escapades nocturnes, qui contrastaient si violemment avec sa vie diurne réglée et respectable, dessinaient le portrait d'une âme en proie à une lutte dont personne ne soupçonnait l'existence ni la nature. Le fardeau qu'elle portait semblait être de nature morale, une dette spirituelle qui écrasait sa conscience. Dans le secret du confessionnal, le curé de la paroisse Saint-Polycarpe aurait, selon une note marginale dans ses carnets personnels, reçu les confessions de plus en plus angoissées d'une âme tourmentée par un choix impossible, entre deux péchés. Sans nommer Élisabeth, la description correspondait étrangement à la détresse qu'elle commençait à laisser transparaître. La femme qui avait consacré sa vie à accueillir la vie, semblait désormais obsédée par la mort, ou peut-être par une forme de justice divine imminente. Chaque nouveau-né qu'elle mettait au monde, était-il devenu pour elle un rappel de son propre secret, une confrontation insupportable avec sa propre faillibilité? Un autre détail d'ordre financier, celui-là, vient ajouter une couche de mystère à son personnage. Les registres de la paroisse, examinés après les faits, révèlent une anomalie. Quelques semaines avant l'affaire Anne Petit, Élisabeth Lefebvre avait fait un don exceptionnel à Rossel, église, une somme considérable pour ses moyens modestes, équivalente à plusieurs mois de revenus. Cet acte de générosité, qui aurait pu passer pour un simple élan de piété, prit une toute autre signification à la lumière des événements ultérieurs. S'agissait-il d'une tentative d'acheter le pardon divin par avance? Ou bien cet argent provenait-il d'une source inavouable, un paiement pour un service qui allait bien au-delà de ses fonctions habituelles de sage-femme? Ainsi, la femme qui se présentera au chevet d'Anne Petit n'est plus seulement la sage-femme irréprochable que tout Lyon connaît.
C'est une figure complexe, pétrie de contradictions, une sainte en apparence et une âme tourmentée en secret. Son stoïcisme cache une anxiété profonde, sa piété dissimule peut-être une culpabilité écrasante, et sa réputation sans tache est sur le point d'être mise à vie, épreuve par le secret qu'elle a si soigneusement gardé. La façade, si solidement construite au fil des ans, est devenue fragile, prête à se fissurer au premier choc. Quel événement désespéré, quelle supplication impossible à refuser, allait finalement provoquer l'effondrement et révéler la vérité cachée derrière le visage de la gardienne de la vie. Le drame ne s'est pas annoncé par un cri, mais par un silence. Celui qui a suivi la naissance clandestine dans le modeste appartement d'Anne Petit, au cœur de la Croix-Rousse. Pour préserver l'honneur de la jeune ouvrière, Élisabeth Lefebvre avait agi dans la plus grande discrétion, au milieu d'une nuit d'encre. Le verdict, terrible mais socialement convenable, fut prononcé. L'enfant était mort-né. L'affaire devait en rester là. Un secret de plus confié à la sage-femme, scellé par la pénombre et la peur du scandale. La tristesse fut confinée entre les 4 murs de la chambre, le corps du nouveau-né emporté sans cérémonie, et la vie du quartier reprit son cours, ignorant tout du drame qui venait de se jouer. Était un arrangement tragique mais courant, une solution silencieuse à un problème qui ne devait jamais voir la lumière du jour. 5 jours plus tard, la façade de normalité se fissura de manière spectaculaire. Les douleurs persistantes d'Anne Petit conduisirent sa famille à faire appel au docteur Renaud, un médecin de la ville dont l'esprit cartésien n'était pas préparé à une telle absurdité. Après un examen minutieux, son diagnostic tomba comme un couperet. Défiant toute logique médicale et humaine, la jeune femme était toujours enceinte. Non seulement enceinte, mais à terme, portant en elle un second enfant, bien vivant, et prêt à naître. La nouvelle fut d'abord accueillie par une incrédulité totale, considérée comme l'erreur d'un praticien fatigué. Mais la confirmation ne laissa aucune place au doute. Une impossibilité biologique venait de se matérialiser, transformant une tragédie privée en une énigme publique qui allait bientôt secouer tout Lyon. La nouvelle se propagea non pas comme un feu de paille, mais comme un poison lent, s'infiltrant dans les veines du quartier par le biais des chuchotements. Elle voyagea des paliers aux ateliers de Canut, des lavoirs aux étals du marché du boulevard de la Croix-Rousse. La rumeur, d'abord simple curiosité, se mua rapidement en une bête aux multiples visages. Certains parlaient d'un miracle, d'un signe divin. D'autres, plus cyniques, évoquaient une supercherie, une fraude dont les motifs restaient obscurs. Chaque bouche ajoutait un détail, chaque oreille déformait la vérité, tissant une tapisserie de conjectures de plus en plus sombres. Le nom d'Anne Petit était sur toutes les lèvres, mais c'est celui d'Élisabeth Lefebvre, la seule autre témoin de cette nuit-là, qui commençait à être prononcé avec une intonation nouvelle, chargée de suspicion. L'affaire quitta bientôt le cercle des ragots de quartier pour trouver un écho dans la presse. Une brève note, énigmatique et sans nom, parut dans les colonnes du Nouvelliste de Lyon. Elle mentionnait une « curiosité médicale sans précédent » survenue dans les Pentes, un cas qui laissait la communauté scientifique perplexe. Cet article, bien que prudent, eut l'effet d'une légitimation. Il transformait la rumeur en un fait digne d'intérêt public, une anomalie qui méritait l'attention. Pour les Lyonnais, il ne faisait aucun doute que cette « curiosité » était l'histoire d'Anne Petit. Le journal, en voulant préserver l'anonymat, ne fit qu'attiser les flammes, invitant chaque lecteur à remplir les blancs, avec ses propres peurs et ses propres théories, faisant du drame une affaire qui concernait désormais toute la cité. Le nom d'Élisabeth Lefebvre, autrefois un baume qui apaisait les angoisses des familles, devint un point d'interrogation. Comment celle dont la compétence était légendaire, dont les mains semblaient guidées par une force supérieure, avait-elle pu commettre une erreur aussi monumentale? L'hypothèse d'une simple négligence semblait insuffisante pour expliquer l'ampleur de l'événement. Le respect quasi religieux que lui vouait la communauté commença à s'y éroder, remplacé par un doute insidieux. Son image de femme pieuse et dévouée se brouillait. L'ange gardien des naissances était-il devenu un artisan de l'illusion? La question était plus de savoir si elle avait commis une faute, mais si elle avait agi délibérément, et si oui, dans quel but terrifiant. Le doute, une fois semé, a la mémoire longue. Des souvenirs flous, des détails jusqu'alors insignifiants, refirent surface dans les conversations des voisins. On se rappela soudain d'autres naissances difficiles sous les soins d'Élisabeth, d'autres enfants déclarés morts-nés dans des circonstances troubles. Ces drames passés, acceptés à l'époque comme des fatalités, étaient maintenant réexaminés à la lumière de l'affaire Anne Petit. Y avait-il un schéma, une récurrence inquiétante? Une femme se souvint d'un cousin dont l'enfant était né sans vie, une autre d'une amie qui avait toujours eu des doutes. Ces fragments de mémoire, autrefois isolés, commençaient à former une mosaïque dérangeante, suggérant que le mystère actuel
était peut-être que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste et plus ancien. Le témoignage le plus troublant vint d'une voisine de palier d'Anne Petit, une femme âgée dont l'insomnie lui permettait d'être le témoin involontaire des secrets de la nuit. Interrogée bien plus tard par les autorités, elle rapporta avoir entendu des sons étranges la nuit de l'accouchement. Non pas les cris d'une femme en travail, mais un bref vagissement de nouveau-né, rapidement étouffé, suivi d'un long silence. Plus tard dans la nuit, elle avait vu à travers sa fenêtre la silhouette d'Élisabeth Lefebvre quitter l'immeuble, non pas avec la démarche légère d'une mission accomplie, mais courbée sous le poids d'un lourd paquet enveloppé dans une toile sombre. S'agissait-il du corps d'un enfant sans vie, ou du fardeau d'un secret bien vivant? L'affaire traça une nouvelle ligne de fracture dans la ville, réveillant les tensions sociales latentes. Dans les quartiers populaires de la Croix-Rousse, la peur se mêlait à une forme de loyauté résiduelle envers Élisabeth. On y parlait de forces obscures, de sorcellerie, ou d'un drame de la misère. En bas des pentes, dans les salons bourgeois de la Presque, le ton était différent. On y voyait une preuve de la dépravation morale des classes laborieuses. Un scandale sordide, qui confirmait leurs préjugés. Pour les uns, était une tragédie humaine. Pour les autres, un fait divers croustillant, un sujet de conversation pour les dîners mondains. Le sort d'Anne Petit et le mystère entourant Élisabeth devinrent le miroir dans lequel chaque strate de la société lyonnaise projetait ses propres angoisses et son propre mépris. Le rapport officiel du docteur Renaud, transmis aux autorités sanitaires puis à la police, ne pouvait plus être ignoré. La rumeur était devenue une affaire d'État à elle, échelle de la ville. Un dossier d'enquête fut ouvert, portant le numéro 734, un simple chiffre pour désigner une histoire qui défiait la raison. Les premiers interrogatoires furent menés avec une prudence mêlée de scepticisme. Les agents de police, habitués au vol et aux crimes de sang, se trouvaient face à un cas sans précédent. Ils devaient naviguer entre le témoignage irréfutable d'un médecin, les ragots contradictoires d'un quartier en émoi, et le silence obstiné de la principale suspecte. La machine judiciaire, lente et méthodique, commençait à se mettre en marche, cherchant une logique là où il ne semblait y en avoir aucune. Au-delà de l'incompréhension médicale, une question plus pressante se posait désormais, celle du mobile. Si Élisabeth Lefebvre avait délibérément menti, pourquoi? L'incompétence semblait une explication trop simple. Une fraude? Mais quel en serait le bénéfice? La sage-femme menait une vie modeste, sans dette connue ni ambition de richesse. S'agissait-il d'un acte de folie, d'une crise mystique, qui l'aurait poussée à commettre l'impensable? Ou bien était-elle l'instrument d'un complot plus vaste, un pion dans un jeu dont les règles et les joueurs lui échappaient? Chaque hypothèse ouvrait la porte à des abîmes de perplexité, transformant Élisabeth Lefebvre d'une simple femme en loquel, épicentre d'un mystère dont la complexité semblait grandir à chaque nouvelle question. Au centre de cette tempête de rumeurs, de suspicions et d'enquêtes naissantes, Élisabeth Lefebvre restait murée dans un silence de marbre. Elle continuait ses visites, son visage impassible, ne trahissant aucune émotion. Ce stoïcisme, qui avait autrefois inspiré le respect et la confiance, était désormais perçu comme une preuve de culpabilité. Un masque impénétrable, dissimulant une vérité inavouable. Elle ne niait rien, ne confirmait rien, opposant à toutes les interrogations, qu'elles viennent des voisins ou des autorités, la même façade calme et silencieuse. Ce silence était-il la forteresse de son innocence, la protection d'une âme dépassée par les événements, ou le sceau glacial d'une vérité si monstrueuse qu'elle ne pouvait être prononcée à voix haute? L'enquête officielle, initiée par le rapport sans équivoque du docteur Renaud, s'abattit sur la Croix-Rousse comme une pluie froide et tenace. Le dossier numéro 734N était plus une simple curiosité administrative, mais le symbole d'une incursion du monde rationnel et légal dans un univers régi par les secrets et les non-dits. Les inspecteurs, avec leurs costumes sombres et leurs carnets de notes, semblaient déplacés dans le dédale des traboules. Leurs questions, directes et méthodiques, se heurtaient à la méfiance instinctive des habitants, habitués à régler leurs affaires entre eux, loin du regard de l'autorité. Chaque porte qui s'ouvrait sur les enquêteurs était une brèche dans la forteresse de la communauté, chaque témoignage recueilli, une pierre retirée à l'aile, édifice de la réputation d'Élisabeth Lefebvre, qui commençait à vaciller dangereusement sous le poids des interrogations formelles. Le premier pilier de l'accusation fut le témoignage du docteur Renaud lui-même. Convoqué au commissariat, il réitéra ses conclusions avec la précision froide d'un homme de science. Son rapport, détaillé sur plusieurs pages, était un document accablant qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Il y décrivait état physique d'Anne Petit, la position du second fœtus, et l'impossibilité médicale absolue qu'un tel phénomène soit naturel. Dans une note personnelle jointe au dossier, il allait plus loin,
évoquant son intime conviction d'une fraude macabre, ou à défaut, d'une incompétence criminelle. Pour lui, le miracle ou l'anomalie N étaient que des voiles pudiques jetés sur une vérité bien plus sordide. Son scepticisme cartésien transformait le mystère en un potentiel crime, exigeant une explication logique, et si nécessaire, une punition exemplaire. Depuis l'ombre sacrée de la cathédrale Saint-Jean, une autre voix, bien plus trouble, s'éleva. Le curé, tourmenté par le secret de la confession, accepta de parler aux enquêteurs en des termes soigneusement choisis. Il ne pouvait trahir le sacrement, mais son angoisse était palpable. Il décrivit, sans nommer Élisabeth, la visite récente d'une de ses paroissiennes, une âme dévorée par la culpabilité. Elle lui aurait parlé d'une dette impossible à payer, et de la nécessité de sauver une âme au péril de la sienne. Ces paroles, rapportées par le prêtre, étaient celles d'une femme engagée dans une lutte spirituelle aux enjeux terrifiants. Ces témoignages, bien qu'indirects, ajouta une dimension morale et quasi mystique à l'affaire, suggérant que les motivations d'Élisabeth puisaient leurs racines dans des profondeurs bien plus obscures que la simple cupidité ou l'erreur médicale. Pendant ce temps, un jeune journaliste du Progrès de Lyon, flairant l'histoire du siècle, menait sa propre enquête parallèle. Il arpentait les pentes de la Croix-Rousse, écoutant aux portes, offrant des verres dans les bistrots, pour délier les langues. Il fut le premier à compiler les rumeurs éparses en un récit cohérent, à relier l'affaire Anne Petit à d'autres naissances suspectes survenues au fil des ans, sous la supervision d'Élisabeth. Il découvrit des cas d'enfants mort-nés, dont les familles n'avaient jamais pu voir le corps, des décès rapides et inexpliqués de nouveau-nés fragiles. Son carnet se noircissait de coïncidences troublantes, dessinant le portrait d'une femme dont l'ombre semblait étendre bien au-delà de ce seul drame. L'article qu'il préparait promettait de transformer le scandale local en une affaire nationale. Fort de ces nouvelles pistes, les inspecteurs retournèrent interroger les voisins d'Anne Petit. Le témoignage de la vieille dame insomniaque, d'abord considéré comme le radotage d'une femme âgée, fut réexaminé avec la plus grande attention. Elle décrivit à nouveau, avec une précision glaçante, le son qu'elle avait entendu cette nuit-là. Non pas un cri de douleur, mais le vagissement distinct d'un nouveau-né, un son de vie immédiatement étouffé, suivi d'un silence de mort. Puis, elle jura avoir vu la silhouette d'Élisabeth, non pas soulagée mais courbée, se hâtant dans la nuit avec un paquet lourd et volumineux. Ce N était plus le corps minuscule d'un prématuré qu'elle décrivait, mais un fardeau bien plus conséquent. Le paquet devenait l'aile, élément central du mystère, que contenait-il vraiment ? Face à cette accumulation de preuves et de témoignages, Élisabeth Lefebvre s'enferma dans une citadelle de silence. Convoquée à son tour, elle se présenta devant les inspecteurs, le visage aussi lisse et impénétrable qu'une pierre tombale. Elle écoutait les questions, les accusations, les supplications, sans jamais laisser paraître la moindre émotion. Son calme N n'était pas celui de l'innocence, mais celui d'une volonté de faire. Elle ne niait rien. N'admettait rien. Chaque question se brisait contre le mur de son mutisme. Cet entêtement exaspérait les enquêteurs, et aux yeux de l'opinion publique, se transformait en un aveu tacite. Son silence N était plus perçu comme de la dignité, mais comme le masque glacial d'une conscience qui n'avait plus rien à perdre, ou qui protégeait un secret trop monstrueux pour être avoué. La pression se reporta alors sur son fils, Julien. Le jeune homme fut convoqué, non comme un suspect, mais comme un levier potentiel pour faire céder sa mère. Il apparut dévasté, pris entre la loyauté filiale et l'horreur des faits qui s'accumulaient. Son esprit moderne et pragmatique ne pouvait nier l'évidence du rapport du docteur Renaud, ni la cohérence troublante des témoignages. Il admit avoir remarqué le comportement étrange de sa mère ces derniers mois, ses absences nocturnes, son anxiété latente. Il raconta avoir tenté de lui parler, de percer son armure de tristesse, mais, être heurté à un refus poli mais définitif. Son témoignage, empreint d'amour et de confusion, ne fit qu'épaissir le mystère, dressant le portrait d'une femme s'isolant volontairement du monde, comme pour préparer une confrontation inévitable. L'enquête piétinant face au silence d'Élisabeth, le juge d'instruction signa un mandat de perquisition. La descente de police dans le modeste appartement de la sage-femme fut un événement dans le quartier. Les voisins observaient depuis leurs fenêtres, tandis que les inspecteurs violaient l'intimité de celle qui avait partagé la leur. L'intérieur était d'une propreté méticuleuse, presque monacale. Chaque objet semblait à sa place, chaque surface brillait. Ce décor impeccable contrastait violemment avec la nature sordide de l'enquête. Les policiers fouillèrent chaque tiroir, sondèrent chaque mur, cherchant une preuve matérielle, un indice qui pourrait enfin faire parler la suspecte. Ils cherchaient une tache dans ce tableau de perfection, une faille dans la façade de respectabilité.
c'est finalement dans le double fond d'une vieille armoire en noyer, sous une pile de draps sentant la lavande, qu'ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Ce N était pas une arme, ni de l'argent, mais un petit carnet relié de cuir noir, usé par le temps. C était le journal intime d'Élisabeth Lefebvre. Les premières pages, écrites d'une calligraphie soignée, N était qu'une succession de prières, de réflexions pieuses, et de notes sur les naissances auxquelles elle avait assisté. Mais au fil des années, l'écriture devenait plus heurtée, les phrases plus courtes, plus énigmatiques. Des passages entiers étaient raturés, et des mots étranges apparaissaient dans les marges. Échange, sacrifice, dette. Le journal semblait être le réceptacle de la lutte intérieure qui avait consumé la sage-femme. Un inspecteur feuilletant le carnet à la recherche d'une mention de l'affaire Anne Petit, s'arrêta sur une page qui le figea sur place. L'encre était pâlie par les années, mais le récit était d'une clarté terrifiante. Élisabeth y décrivait une nuit de travail, un accouchement secret dans une famille bourgeoise, la naissance d'un enfant déclaré mort-né, pour étouffer un scandale. Elle y mentionnait le même dilemme, la même angoisse, et la même solution, un paquet lourd, emporté dans l'obscurité des traboules, pour le faire disparaître. Le récit était un écho presque parfait des événements récents, une répétition macabre, qui suggérait une méthode, une habitude. Une sueur froide perla sur le front de l'inspecteur lorsqu'il lut la dernière phrase de cette entrée. « Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai dû faire pour préserver l'honneur de cette maison. » Le véritable choc cependant ne vint pas du contenu de la page, mais de sa date. L'inspecteur la relut plusieurs fois, pensant à une erreur, mais les chiffres étaient sans ambiguïté. L'entrée n'avait pas été écrite la semaine précédente, ni même l'année précédente. Elle était datée du 12 mars 1893. 15 ans plus tôt. Le cas d'Anne Petit était pas une première fois, ni une erreur tragique née de la panique. Était une récidive. La vérité qui émergeait des pages de ce journal était bien plus monstrueuse que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La femme qu'ils interrogeaient, était pas seulement une sage-femme au secret trouble, mais potentiellement une criminelle en série, dont le système était rodé depuis des années. Combien d'autres échanges de destin avait-elle orchestrés dans le silence de la nuit lyonnaise? La découverte du journal intime d'Élisabeth, avec son entrée datée de 15 ans, plongea l'enquête dans une impasse encore plus profonde. Les inspecteurs tenaient la preuve d'un mode opératoire, mais pas le mobile du crime présent. Face à cette nouvelle horreur, le silence d'Élisabeth Lefebvre devint une torture, non seulement pour la justice, mais surtout pour son fils, Julien. Le jeune homme se retrouvait pris au piège entre l'image sacrée de sa mère et la figure monstrueuse que les preuves dessinaient. Chaque jour qui passait voyait le nom de sa famille traîner dans la boue des journaux à scandale. Épuisé, hanté par le doute, il sentait que la vérité, quelle qu'elle soit, était la seule issue possible à ce cauchemar éveillé, même si elle devait le détruire au passage. Poussé par un désespoir absolu, Julien décida de retourner une dernière fois dans l'appartement familial, désormais scellé par la police, mais auquel il conservait un accès. Il ne cherchait plus à défendre l'innocence de sa mère, mais à comprendre la femme qui se cachait derrière le masque de piété et de dévouement. Il erra dans les pièces vides, où chaque objet familier lui semblait désormais étranger, souillé par le soupçon. Il passa ses mains sur les meubles, ouvrit les livres, cherchant un indice, une explication qui aurait échappé aux enquêteurs. Il cherchait une fissure dans la façade, une note de bas de page dans le récit de cette vie qu'il croyait connaître par cœur, un dernier message qui pourrait donner un sens à la folie qui, était emparée de leur existence. C'est dans le secrétaire de sa mère, derrière une plaque de bois dissimulée qu'il n'avait jamais remarquée, qu'il trouva une enveloppe jaunie. Écriture de sa mère, ferme et sans fioriture, y était apposée. Pour mon fils Julien. À n'ouvrir qu'après ma mort. Le cœur battant, il tint entre ses mains ce qui ressemblait à une confession posthume. Le dilemme moral était insoutenable. Respecter la dernière volonté de sa mère, ou trahir sa confiance pour connaître enfin la vérité qui le rongeait. Après une longue hésitation, ses doigts tremblants brisèrent le seau de cire. Le silence de sa mère allait enfin être rompu, non par des mots prononcés à voix haute, mais par l'encre indélébile d'une vérité longuement mûrie et soigneusement dissimulée. La lettre ne commençait pas par une justification, mais par un aveu brutal qui changeait radicalement la nature du drame. Le premier enfant, celui déclaré mort-né chez Anne Petit, était pas le sien. Il était le fruit d'une liaison adultère. L'enfant illégitime d'une femme de la haute bourgeoisie lyonnaise, mariée à un industriel puissant et influent. Cette famille, terrifiée par le scandale qui anéantirait sa réputation, avait offert à Élisabeth une somme d'argent considérable pour faire disparaître le nouveau-né en toute discrétion. La sage-femme, gardienne des secrets,
avait été engagé non pas pour donner la vie, mais pour effacer les traces d'une vie qui n'aurait jamais dû exister aux yeux du monde. Le mystère quittait les ruelles de la Croix-Rousse pour étendre au salon doré de la presque, il. Dans sa confession, Élisabeth décrivait le cœur de sa terrible machination. Le nourrisson de la famille riche était né chétif, à la santé si fragile qu'elle le croyait condamné. C'est alors que, la même nuit, le destin la mena au chevet d'Anne Petit, qui accouchait prématurément d'un bébé parfaitement sain et vigoureux. Dans un éclair de piété égarée et de panique, Élisabeth vit une solution terrible, une sorte de justice divine tordue. Elle procéda à un échange de destin. Elle présenta l'enfant mourant de la femme riche comme étant le mort-né d'Anne, prévoyant de remettre plus tard le bébé en bonne santé d'Anne à la famille bourgeoise, leur faisant croire à un miracle. Elle pensait ainsi sauver un enfant de la misère et un autre de la mort, tout en préservant l'honneur de tous. Le plan, aussi audacieux que monstrueux, se serait peut-être déroulé comme prévu si la biologie n'en avait décidé autrement. Élisabeth n'avait jamais imaginé, dans sa précipitation, qu'Anne Petit portait des jumeaux. La découverte du second enfant, 5 jours plus tard, par le docteur Renaud, fit s'effondrer tout son édifice de mensonges. La lettre décrivait sa panique glaciale en apprenant la nouvelle, la prise de conscience que son acte, motivé par une compassion dévoyée, l'avait piégée dans un engrenage infernal. Elle était désormais prisonnière de son propre secret, incapable de révéler la vérité sans condamner la puissante famille qu'elle avait servie, et sans s'exposer elle-même à la ruine et à la prison. Le silence était devenu sa seule et unique défense. Julien laissa tomber la lettre sur la table, le papier vibrant au rythme de ses tremblements. Le monde venait de se réorganiser sous ses yeux. Sa mère, N, était pas la tueuse d'enfants que la rumeur décrivait. Elle était l'architecte d'un complot bien plus complexe. Une femme qui, pour de l'argent et par une forme de pitié insensée, avait osé jouer à Dieu en échangeant le destin de 2 nouveau-nés. L'horreur ne complaise, était pas dissipée, elle avait simplement changé de nature, devenant plus nuancée, plus humaine, et peut-être même plus tragique. Il comprenait maintenant le poids qui écrasait sa mère, la source de ses tourments et de ses promenades nocturnes. Il tenait entre ses mains la clé de toute l'affaire, une vérité qui pouvait la sauver de la pire accusation, mais la condamnait à une autre. Cette révélation recodifiait instantanément chaque élément du passé. Le don généreux à elle, Église N, était plus un simple acte de foi, mais le blanchiment d'un argent sale. Les confessions angoissées aux prêtres sur la dette à payer prenaient tout leur sens. Le journal intime, avec son récit d'un drame similaire 15 ans plus tôt, Zen, était plus la preuve d'une folie meurtrière, mais le témoignage d'une méthode, d'un service secret qu'elle offrait aux familles désespérées. Élisabeth Lefebvre N était ni une sainte, ni un monstre sanguinaire. Elle était une femme prise dans les contradictions d'une société impitoyable, une criminelle dont les actes étaient nés d'une morale ambiguë. Le mystère N était plus de savoir si elle avait tué, mais de comprendre jusqu'où étendait le réseau de mensonges qu'elle avait tissé. Armé de la confession manuscrite de sa mère, une vérité plus lourde que n'importe quelle accusation, Julien se présenta à la maison d'arrêt où Élisabeth était détenue. La confrontation n'eut pas lieu dans les cris ou les larmes, mais dans le silence pesant d'une salle de parloir glaciale. Il posa simplement la lettre sur la table entre eux, un testament qui expliquait tout. Pour la première fois depuis le début du scandale, le masque de stoïcisme d'Élisabeth se fissura, non pas pour révéler la peur, mais un soulagement tragique. Ses yeux, enfin, avouèrent la fatigue d'une vie passée, à porter des secrets trop lourds. Elle ne prononça que quelques mots, confirmant d'une voix brisée la véracité du récit. Ce N était pas un plaidoyer pour le pardon, mais l'abdication d'une âme qui avait cessé de se battre, acceptant enfin que la vérité, aussi monstrueuse soit-elle, était son unique et dernière libération. Le dilemme moral qui torturait Julien prit fin avec cette résignation. Comprenant que le silence de sa mère servait moins à se protéger elle-même que à préserver l'honneur d'une autre famille, il prit la décision la plus difficile de sa vie. Il remit la lettre au juge d'instruction en charge du dossier. Ce document changea instantanément la trajectoire de l'enquête. L'affaire N était plus celle d'une sage-femme potentiellement infanticide, mais une conspiration complexe impliquant la substitution d'enfants, la corruption et la complicité des élites lyonnaises. Le nom de la puissante famille d'industriels, jusqu'alors chuchoté dans les couloirs du palais de justice, fut officiellement consigné. La machine judiciaire, initialement focalisée sur le drame de la Croix-Rousse, tourna son regard vers les hôtels particuliers de la presque, île, menaçant de faire s'effondrer un monde bâti sur les apparences et les secrets bien gardés. La nouvelle de l'implication de la famille bourgeoise se propagea avec la violence d'une déflagration, mais elle se heurta immédiatement à un mur de déni et de pouvoir.
Des avocats parmi les plus réputés de Lyon furent engagés, et la presse, si prompte à condamner la sage-femme, devint soudainement plus prudente. La famille publia un communiqué dénonçant une machination odieuse, orchestrée par une femme déséquilibrée, cherchant à leur extorquer de l'argent. Élisabeth, déjà condamnée par l'opinion publique, fut dépeinte comme une manipulatrice diabolique, sa confession comme le dernier acte de vengeance d'une folle. La bataille haine était plus celle de la vérité contre le mensonge, mais celle de la parole d'une veuve sans ressources contre l'influence et la fortune d'une dynastie qui tenait une partie de la ville dans sa main. La justice se retrouvait piégée, prise en étau entre une confession écrite et un démenti puissant. Face à ce blocage, où le témoignage posthume d'Élisabeth s'opposait à la parole vivante et influente de l'élite, le juge d'instruction sentit que l'affaire risquait d'être étouffée. Il lui fallait une preuve irréfutable, quelque chose qui ne puisse être nié ou discrédité. Son attention se reporta alors sur le journal intime, et cette mystérieuse entrée datée de 15 ans. Si Élisabeth avait déjà procédé à un échange de destin par le passé, cela établirait un mode opératoire, et donnerait un poids considérable à sa confession actuelle. Il ordonna une fouille exhaustive des archives de la police, une plongée dans les entrailles administratives de la ville à la recherche d'un cas non résolu, d'un rapport oublié qui pourrait correspondre à la date de 1893. Était chercher une aiguille dans une botte de foin, un écho fantôme d'un crime que tout le monde, y compris la justice, avait oublié. C'est un greffier vieillissant, à la mémoire aussi longue que les registres qu'il gardait, qui fit la découverte capitale. Au fond d'une liasse de documents concernant les affaires classées de l'année 1893, il retrouva un bref rapport sur la découverte du corps d'un nouveau-né sur les berges de la Saône. L'enquête avait été sommaire, concluant à un abandon et classant l'affaire sans suite. Mais ce qui glaça le sang du juge fut une note manuscrite, griffonnée dans la marge du rapport par le commissaire de l'époque. Quelques mots à l'encre pâlie, mais dont le sens était sans équivoque. Affaire à clore discrètement sur ordre supérieur pour préserver l'honneur d'une famille notable. Était la seconde virée narrative, la preuve non seulement que Élisabeth avait bien commis un premier crime, mais que les autorités de l'époque avaient été complices de son silence. Cette note manuscrite était bien plus qu'une simple preuve, elle était la révélation d'une vérité bien plus sombre. Le crime d'Élisabeth Lefebvre N n'était pas l'acte isolé d'une femme désespérée, mais le symptôme d'un mal qui rongeait la société lyonnaise dans son ensemble. Elle était pas seulement une criminelle, mais aussi le produit et l'instrument d'un système où la réputation des puissants valait plus que la vie d'un enfant sans nom. La culpabilité étendait désormais au-delà de sa personne, éclaboussant l'institution policière, la justice sectoule, élite morale de la ville. Le véritable monstre était pas la sage-femme, mais l'hypocrisie collective d'une cité qui préférait enterrer un enfant plutôt qu'un secret. Combien d'autres drames silencieux dormaient dans les archives, protégés par le sceau de l'honneur et de la complicité. Le procès qui s'ensuivit fut un spectacle dévorant pour la ville de Lyon, une arène où s'affrontaient deux mondes irréconciliables. D'un côté, la puissante famille d'industriels, protégée par une armada d'avocats et le poids de son influence, qui niait tout en bloc, dépeignant Élisabeth comme une folle manipulatrice. De l'autre, la sage-femme de la Croix-Rousse, murée dans une dignité silencieuse, son visage impénétrable ne laissant transparaître ni remords ni plaidoyer. La note manuscrite de 1893 prouvait le système, mais pas l'implication directe de la famille dans ce cas précis. Finalement, la justice, pressée de clore un chapitre embarrassant, rendit un verdict ambigu. Élisabeth fut condamnée pour substitution d'enfant, une peine lourde mais qui évitait le scandale d'un meurtre. La famille, elle, s'en sortit avec un blâme public et une amende dérisoire, son honneur officiellement lavé, mais à jamais entaché par le doute dans la mémoire collective. Quant aux enfants, les deux destins échangés par une nuit de désespoir, leur histoire se perd dans les brumes du temps, devenant le véritable cœur non résolu du drame. L'un, élevé dans la richesse et l'ignorance de ses origines, a-t-il jamais ressenti le vide d'une vie construite sur un mensonge? L'autre, l'enfant légitime d'Anne Petit, a grandi dans l'ombre du scandale qui a marqué sa naissance, portant sans le savoir le fardeau d'un frère fantôme et d'une mère brisée. L'acte de baptême retrouvé dans les archives paroissiales reste la seule trace formelle de cet échange, une preuve silencieuse qui confirme le crime sans en révéler les conséquences humaines. Se sont-ils jamais croisés dans les rues de Lyon, deux étrangers liés par un secret de sang, deux âmes dont les vies avaient été interverties par la volonté d'une seule femme? Le mystère demeure entier. Aujourd'hui, la Croix-Rousse a troqué le bruit incessant des métiers à tisser contre le murmure des conversations aux terrasses des cafés.
C'est un quartier d'artistes et de créateurs, où les murs colorés ont recouvert les façades grises d'autrefois. L'immeuble où vivait Anne Petit est toujours là, ses fenêtres rénovées donnant sur une vie nouvelle, ses locataires actuels inconscients du drame qui s'est joué entre ces murs. Les Traboules, autrefois voie des évasions pour les secrets, sont devenus des attractions touristiques. Pourtant, parfois, lorsque le vent du soir s'engouffre dans les ruelles, et que les cloches de Fourvière sonnent à l'heure ancienne, on pourrait jurer entendre l'écho des chuchotements d'antan, le fantôme d'une histoire que les pierres n'ont jamais tout à fait oubliée, un froid subtil, qui rappelle que le passé ne meurt jamais complètement. Le secret d'Élisabeth Lefebvre s'est finalement dissous dans la grande histoire de Lyon, devenant une légende urbaine murmurée à demi-mot. Était-elle un monstre froid, une sainte égarée par une pitié dévoyée, ou simplement le produit d'une société impitoyable qui préférait sacrifier un enfant plutôt qu'une réputation? La vérité est probablement un mélange complexe de tout cela. Son histoire n'est pas seulement celle d'un crime, mais celle de l'hypocrisie, du pouvoir et des choix impossibles. Les archives sont muettes, les protagonistes ont disparu, mais la question demeure, flottant au-dessus des eaux sombres de la Saône. Elle nous rappelle que derrière chaque façade respectable, derrière chaque secret de famille, se cache une vérité qui attend son heure, un drame silencieux tissé dans la trame même de la ville. Quelle est votre théorie sur cette histoire? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous.